Yo les BG, c'est AD10, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, tout simplement, on se retrouve parce que je vais faire le meilleur 11, le 11 des joueurs, des meilleurs joueurs de la saison 2024-2025, donc la saison 2024-2025 va pratiquement s'achever. Il reste encore 2 matchs de Ligue des Nations, alors que je tourne la vidéo, il reste là, c'est le jour où il y a France-Espagne, donc le jeudi. Donc il reste encore cette demi-finale de Ligue des Nations qui peut un peu changer la donne. Il y a encore la finale. Il y a également la Coupe du Monde des clubs. Mais les plus grandes compétitions de la saison sont finies. Donc on peut déjà faire un grand bilan de la saison. Donc je vais faire le 11 des meilleurs joueurs de la saison 2024-2025. Donc évidemment, je vais dire plusieurs nommés pour chaque poste. Je vais pas dire qu'un joueur, mais je vais dire plusieurs évidemment. Pour faire un peu comparer. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, ça vous plaît. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent. Sur ce, on est parti. On commence tout simplement directement avec les gardiens. Donc déjà les gardiens, j'ai identifié 3 gardiens. Donc qui pour moi sont les 3 meilleurs gardiens de la saison 2024-2025. 3 gardiens. Donc ces 3 gardiens c'est Yann Sommer, Gianluigi Donnarumma et Thibaut Courtois. Donc pour moi les 3 gardiens que j'estime être les meilleurs de la saison. Donc on va commencer avec le 3e, donc celui que je mets tout en bas des 3. Donc le 3e meilleur gardien de la saison pour moi, c'est Thibaut Courtois. Tout simplement parce que il fait une saison de fou, encore une fois, individuellement avec le Real Madrid. Il revient de blessure, d'une très longue blessure l'année dernière. Il revient, il fait une grosse saison. Saison réussie, très clairement. En Ligue des Champions, il a fait beaucoup d'arrêts, de gros matchs, beaucoup d'arrêts références. Quelques petites bourdes par-ci par-là, mais globalement, c'est une saison très réussie pour Thibaut Courtois. Il a encore le niveau pour au moins 3-4 ans avec le Real Madrid. C'est une superbe saison. Mais ce qui pêche pour lui, comparé aux 2 autres, Sommer et Donnarumma, c'est collectivement, c'est raté. Il fait quart de finale de Ligue des Champions en se prenant une baffe par Arsenal. Ils perdent la Liga en se prenant 2 classicos perdus contre le Barça. Ils perdent les 2 coupes d'Espagne, la Supercoupe et la Coupe, tous les 2 en finale contre le Barça également, où ils se prennent 2 défaites et 2 grosses défaites. Ils gagnent que 2 trophées, la Supercoupe contre l'Atalanta et la Coupe intercontinentale contre Pachuca, donc que deux trophées, et les 2 trophées les moins majeurs qui étaient sur le papier de la saison du Real Madrid. Donc ça fait tâche parce que les performances collectives, c'est catastrophique. Enfin, c'est mauvais en tout cas pour le Real Madrid. Les performances individuelles sont très bonnes et c'est pour ça qu'il est 3e. Mais il est que 3e parce que les performances collectives et les trophées sont pas présents du coup. Le 2e meilleur gardien du coup, si vous me voyez regarder un peu à droite, c'est parce que j'ai ma tablette à côté qui me permet d'avoir les statistiques des joueurs. Le 2e gardien, c'est Yann Sommer, du coup le 2e meilleur gardien de la saison. Avant la finale de la Ligue des Champions, j'avais un doute entre Donnarumma et Sommer, parce qu'ils avaient tous les 2 sorti des performances exceptionnelles en Ligue des Champions. Et ils étaient aussi bons dans leurs championnats respectifs. Mais après la finale de la Ligue des Champions, il s'est pris 5 buts, Sommer, donc c'est pour ça que j'ai tranché. Mais Sommer a 36 ans, très très grosse saison. C'est sa 2e saison à l'Inter Milan et c'est les 2 meilleures saisons de sa carrière. En termes de statistiques ou dans le jeu, il est très très bon. Beaucoup de clean sheets. Bon, il a une très belle défense, mais lui aussi il fait de très belles saisons. Depuis qu'il est à l'Inter, il s'est vraiment retrouvé à son meilleur niveau alors qu'il a 36 ans. Il fait une saison de fou. Il fait un match contre le Barça historique. Et c'est à 80% grâce à Sommer que l'Inter Milan est allé en finale de Ligue des Champions parce qu'il t'a sorti des arrêts de fou, que ce soit sur Lamine Yamal, 2-3 arrêts. Il fait un énorme arrêt sur Eric Garcia alors que les cages étaient pratiquement vides. Mais Sommer arrive à plonger et faire un arrêt de fou. Donc déjà c'est grâce à lui si l'Inter Milan était en finale de Ligue des Champions. Déjà ça ramène des points. Mais ce qui fait tâche, c'est sa finale de la Ligue des Champions. Sa finale de LDC où il se prend 5 buts. Et il fait pas d'arrêt majeur. Et aussi qu'il n'y ait aucun trophée gagné. Parce que il fait finale de Coupe d'Italie qui perd contre l'AC Milan 4-0. Super Coupe d'Italie, je crois qu'il la gagne pas. La Serie A, il la perd pendant la dernière journée. Ils finissent 2e. Et la Ligue des Champions, du coup, ils se font éliminer en finale.
Donc, ils étaient en course dans toutes les compétitions jusqu'à la fin de la saison. Mais au final, ils n'ont rien gagné collectivement. Donc, pareil, ça a fait perdre des points. Donc, Yann Sommer deuxième. Et c'est pour ça aussi que Donnarumma est premier. Parce que Donnarumma, il nous a sorti une saison... Enfin, une première partie de saison globalement plutôt ratée, on va pas se mentir. Sa première partie de saison, genre la première partie de saison de Donnarumma en Ligue 1, comparé à la saison dernière en Ligue 1, pour moi, celui de la saison dernière était meilleur. Et en Ligue des Champions, il s'était pas non plus amélioré. Pas mal d'erreurs contre Arsenal, quoi. Donc, sa première partie de saison était ratée. Et honnêtement, jamais de la vie, il aurait été dans la discussion. Si on aurait fait ce débat-là et cette vidéo-là en première partie de saison, jamais il aurait été dans la discussion. Là, il l'est. Mais et c'est en grande partie grâce à ses performances en Ligue des Champions. Il fait une séance de tir au but de malade en huitième de finale Ligue des Champions, plus des arrêts aussi exceptionnels contre Liverpool. Si on se qualifie contre Liverpool, c'est en partie grâce à lui. En quart de finale, si on se qualifie, c'est grâce à lui, puisqu'au match retour, pendant qu'on se prenait remontada, il fait des arrêts de fou. En demi-finale, que ce soit à l'aller, mais surtout au retour, pareil, si on se qualifie, c'est aussi en partie grâce à lui, parce qu'il t'a fait plusieurs arrêts, que ce soit sur Trossard, Saka, pas mal d'arrêts de fou. Et en finale Ligue des Champions, bon, il a très peu d'arrêts à faire, mais le seul arrêt qu'il doit faire, il le fait, et il fait pas d'erreur. Donc, Donnarumma, c'est une saison exceptionnelle en Ligue des Champions, et c'est ce qu'on attendait de lui depuis qu'il était arrivé au PSG. Donc, Donnarumma est le meilleur gardien de la saison en 2024-2025. Donc, du coup, évidemment, je vais positionner 11 titulaires et 11 remplaçants, mais il y aura des mentions honorables. Donc, du coup, sur ma composition, Donnarumma titulaire et Sommer remplaçant pour les meilleurs gardiens de la saison. On passe aux défenseurs centraux, donc il y a plusieurs nommés. Donc il y a Upamecano, là d'abord je vais citer les nommés et après je vais rentrer plus dans les détails. Donc il y a Upamecano, Van Dijk, Saliba, Gabriel, Inigo Martinez, Kobalsi, Bastoni, Marquinhos, Pacho, et c'est bon. Donc ça fait quand même 9 défenseurs. Évidemment, il y en a quelques-uns que j'ai dû oublier, évidemment, mais je pouvais pas non plus faire une liste de 20 joueurs. Donc par exemple, là, ceux qui viennent à la tête, je pense à Schlotterbeck, je pense à Huysen, je pense à ces joueurs-là, qui auraient très bien pu être dans les nommés, dans les mentions honorables, mais je peux pas mettre tout le monde non plus. Il faut quand même que je fasse quand même une liste assez courte. Et même déjà 9 joueurs, c'est beaucoup. Mais il y a 2 places. Donc, on va commencer avec Upamecano. Malheureusement, ce qui fait tâche pour la saison d'Upamecano, c'est il s'est blessé beaucoup trop tôt dans la saison. Il s'est blessé le 26 mars 2025. Donc, il s'est blessé tôt dans la saison. Il a quand même loupé 2 mois et demi de compétition. Il a loupé 2 mois et demi, donc il a loupé toute la fin de Ligue des Champions, toute la fin de Bundesliga. Il loupe le rassemblement avec la France. Il va sûrement louper une partie de la Coupe du Monde des clubs. Donc en fait, toutes les vraies échéances de fin de saison, il les a toutes ratées. Donc déjà, ça fait perdre pas mal de place et pas mal de points. Mais je le mets quand même, je le mentionne quand même, parce qu'en fait, Upamecano, de septembre à fin mars, c'était l'un des meilleurs défenseurs centraux de la saison. Il a fait la meilleure saison de sa carrière. Très régulier, très peu blessé jusqu'à cette blessure, très régulier, très rapide, dur sur l'homme, bon au pied, très bon en interception, très bon en tacle, il crée des occasions, il est bon au pied, il peut faire des transversales. Il avait tout, il avait de l'expérience, mais il était encore assez jeune, il avait tout. Alors moi, ce qui fait tâche, c'est le fait qu'il va que en quart de finale de Ligue des Champions avec le Bayern, qu'il gagne pas la coupe, et surtout qu'il se blesse tôt dans la saison. Upamecano, il méritait quand même sa mention. On passe maintenant à Virgil van Dijk. Donc là, d'abord, je vais traiter cas par cas et après, je vais dire les deux que je sélectionne. Virgil van Dijk. Alors, on est sur un cas épineux. Ça fait déjà depuis 6-7 ans qu'il s'impose dans les 5 meilleurs défenseurs centraux du monde chaque saison, pratiquement. Il a une régularité folle. Il a tout. Il a 33 ans, donc il a une grosse expérience. Mais pourtant, il reste quand même plutôt vif. Il est encore rapide, il est encore vif, il est encore très dur à dépasser en vitesse alors qu'il est vieux. Très rapide, très très dur sur l'homme, très bon en interception, très bon dans les duels aériens.
capitaine de son équipe, gros leadership. Van Dijk, c'est une référence à son poste. Et pour moi, il t'a sorti pour moi la deuxième ou la troisième meilleure saison de sa carrière derrière son prime de 2019, très clairement. Il a fait une saison de fou, tout simplement une saison de fou. Donc Van Dijk mérite sa mention, évidemment, et clairement dans le débat pour être dans les deux titulaires. On passe aux deux joueurs d'Arsenal. Donc la paire de défenseurs centraux, Saliba et Gabriel. On va commencer par le français, Saliba. Grosse saison. Même si je l'ai trouvé légèrement moins fort que la saison dernière. Mais comparé à la saison dernière, il a été beaucoup plus régulier en termes de matchs joués, parce qu'il a joué beaucoup plus de matchs cette année. L'année dernière, il s'était blessé en mars, un peu comme Upamecano cette saison. Mais là, cette année, il a joué pratiquement toute la saison. Donc ça, c'est un bon point. Il fait une grosse saison encore une fois. Il fait une très grosse, très bonne double confrontation contre le Real Madrid en quart de finale de LDC. Par contre, contre le PSG, ça a été un peu plus compliqué. Il y a eu pas mal d'erreurs vers la fin de saison quand même, qui s'est enchaînée. Mais globalement, c'est une saison réussite, une belle saison, de la régularité. Saliba fait une belle saison, donc il méritait sa mention, mais il n'est pas dans le débat pour être dans les deux titulaires, tout comme Upamecano. Mais Upamecano, il aurait fait une meilleure saison avec son club, et il aurait pu jouer, il aurait été dans le débat. Mais là, il n'est pas. Donc pour l'instant, il n'y a que Van Dijk dans le débat. On passe à Gabriel. Déjà, Gabriel, gros point noir sur son bilan de fin de saison, c'est comme Upamecano, blessé trop tôt dans la saison. Il s'est blessé le 1er avril. Donc il a loupé les demi-finales de Ligue des Champions. Il a loupé toute la fin de saison de Première Ligue. Il loupe les échéances avec son pays, le Brésil. Donc il a loupé toute la fin de saison. Donc déjà ça fait tâche. Il s'est blessé tôt dans la saison. Mais quand il a joué, pour moi, je l'ai trouvé meilleur que Saliba. Et c'est pour ça aussi que je le mentionne. Parce que même s'il s'est blessé assez tôt dans la saison, quand il a joué, pour moi, il a été meilleur que Saliba cette saison. Donc il mérite complètement sa mention. Il est très complémentaire avec Saliba. Très bon. Je le trouve meilleur que Saliba cette saison. Mais du coup, il n'est pas dans le débat pour être dans les deux titulaires, vu qu'il a été blessé trop tôt. Et qu'il a loupé pas mal de gros matchs importants. On passe maintenant à Inigo Martinez, le défenseur central du FC Barcelone, qui s'est complètement révélé cette saison. L'année dernière, après sa première saison à Barcelone, qui était plutôt en dents de scie, en demi-teinte, même plutôt ratée, tous les supporters catalans voulaient le vendre à la base, parce que il était vieux, il était pas très bon, donc ça servait à rien de le garder, donc tout le monde voulait le vendre. Et au final, il est resté cette saison. En début de saison, il était remplaçant, et au final, avec la blessure d'Araujo, il est devenu titulaire. Et à partir du moment où il est devenu titulaire, c'est devenu l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Très bonne qualité de pied, très physique, dur sur l'homme, leadership, ce rôle de capitaine, très bon jeu au pied, bon dans les duels aériens, bon en anticipation aussi, expérience. Le seul problème qu'il a, c'est la vitesse. En même temps, son âge, il a quand même 34 ans. Donc le seul problème, c'est la vitesse, il est très lent. Mais à part ça, il a fait une saison exemplaire, une saison de top player. Et pour moi, il est clairement dans le débat pour être dans les deux titulaires. Et même dans les stats, c'est plutôt pas mal pour un défenseur. 46 matchs, 3 buts, 5 passes décisives. C'est plutôt pas mal. Non, Inigo Martinez, très bonne saison. Et dans le débat pour être dans les titulaires avec Van Dijk. On passe à Cubarsí. Cubarsí fait une saison de fou. Jusqu'à la finale de la Ligue des Champions, il était dans le débat pour le Golden Boy. Et même pour moi, jusqu'à la finale de la Ligue des Champions, pour moi, c'était le Golden Boy. Bon, maintenant, avec la finale de Ligue des Champions, Désiré Doué, pour moi, est passé devant. Mais pour moi, quand même concurrent Golden Boy pendant toute la saison, il a 18 ans. Il a 18 ans, le bonhomme. Il a 18 ans et il te sort une saison de fou comme ça. C'est une dinguerie. Non, Cubarsí, c'est une saison de fou. Pour moi, c'est top 3 des meilleurs défenseurs centraux du monde dans le jeu au pied, que ce soit dans les transversales, dans le jeu long, dans le jeu court, dans les passes D. Il a une qualité de passe
exceptionnel, dans les meilleurs à son poste. Très bonne qualité aussi d'anticipation. Il se complète bien aussi avec Inigo Martinez, vu que lui, il a cette qualité d'être plutôt rapide. En tout cas, il est assez rapide. Mais il est un peu moins expérimenté, du coup, ça se complète avec Inigo. Très bonne qualité de relance, c'est exceptionnel. Fin de saison un peu ratée aussi, à souligner. Pour moi, jusqu'à mi-avril, c'était exceptionnel. Après, il a fait un dernier mois un peu plus compliqué avec quelques erreurs, que ce soit contre le Real Madrid ou contre l'Athletic Bilbao. Il y a eu quelques erreurs sur quelques matchs qui se sont enchaînés. Mais globalement, l'erreur est logique à son âge, il n'a que 18 ans. Sa saison est exceptionnelle. C'est déjà l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Donc Koubarsi, super saison. Mais pas dans le débat pour être dans les deux titulaires, à cause de sa fin de saison. Maintenant, on va passer à Bastoni, le défenseur central de l'Inter. Bastoni qui fait une saison exemplaire. Pour moi, il était titulaire. Pour moi, avant la finale de la Ligue des Champions, il était dans mes deux titulaires. Mais bon, après cette finale, aïe, il s'est pris 5 buts, il a pris la bouillie. Il a rien pu faire contre n'importe quel attaquant, que ce soit Barcola, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Contre tous les attaquants, il a rien pu faire. Quoi qu'il arrive, il s'est pris la bouillie. Il a pris 5 buts. Donc Bastoni, pour moi, n'est pas perdu, en tout cas, beaucoup de points. Mais pour moi, il reste quand même dans le débat, dans les deux titulaires, dans l'axe gauche. Il fait une saison de fou, hormis sa finale de Ligue des Champions complètement ratée, où comme toute son équipe, il s'est fait marcher dessus. Mais à part ça, c'est une saison exemplaire. Un but et 6 passes décisives sur la saison. Très grosse saison, très complet. Pour moi, c'est top 3 des meilleurs défenseurs centraux sur les courses progressives et sur les passes progressives, parce que ça, c'est vraiment sa qualité principale, de progresser avec le ballon, de faire des chevauchés avec le ballon, de faire des courses progressives. C'est vraiment l'une de ses plus grandes qualités. Mais il a aussi un très bon jeu au pied, il est aussi très bon dans l'anticipation, dans l'interception. Il a de l'expérience, mais il a aussi de la jeunesse, encore de l'insouciance. Il est très bon. Mais sa finale Ligue des Champions gâche tout simplement, et le fait qu'il n'ait aucun trophée sur la saison. Mais il reste quand même dans le débat, pour être dans les deux titulaires. Et après, on a la paire Pacho-Marquinhos. Marquinhos, le capitaine, qui fait une saison de fou, très bon jeu au pied, leadership, rien à dire, pas beaucoup d'erreurs sur la saison. Il incarne l'expérience dans cette équipe, dans cette jeune équipe parisienne. Marquinhos, superbe saison. Et Pacho, alors lui, c'est la révélation de l'année. Au début de saison, on l'avait recruté 40 millions d'euros à Francfort. Il était parti à la base pour être un joueur de rotation. Et au final, il finit la saison en tant que l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. En tout point. Parce qu'il a tout. Il est rapide. Il est dur sur l'homme. Il est bon sur les tacles. Il est bon tacle au sol, tacle debout. Il est bon dans les duels aériens. Il est très rapide. Il est très vif. Il est très bon au pied. Mais il peut encore faire quelques erreurs. Mais il est globalement bon au pied. Il est très concentré. Il a déjà plutôt un leadership. Il a tout. Pacho, il a tout. Il fait une saison de fou. Il a les trophées. Il y a tout. Pour moi, Pacho, déjà, c'est top 20 ballons d'or. En tout cas, au moins top 30 ballons d'or. D'ailleurs, je tiens à vous dire que, bon, pas tout de suite. Mais prochainement, il y aura ma vidéo top 30 ballons d'or qui arrivera. Que j'ai déjà commencé un peu à réfléchir. Mais Pacho, pour moi, est clairement dans le top 30 ballons d'or. Et c'est pas anodin. Donc voilà, je vous ai présenté tous les nommés. Maintenant, je vais vous dire ma charnière centrale titulaire. Donc pour moi, le débat se joue entre Bastoni, Van Dijk, Inigo Martinez, Marquinhos et Pacho. Mais les deux joueurs que j'ai sélectionnés, c'est Virgil van Dijk, axe droit, et Pacho, axe gauche. Donc une défense centrale, Van Dijk, Pacho avec Donnarumma dans les cages. C'est exceptionnel. Maintenant, on va passer au latéraux droit. Donc j'ai 4 nommés. J'ai Achraf Hakimi, Jules Koundé, Dumfries et Alexander-Arnold. Donc on va commencer par ce dernier, donc l'anglais du Real Madrid maintenant. Alexander-Arnold. Alors, on va chercher ses petites stats. Nouveau joueur du Real Madrid. Et ouais, joueur du Real Madrid. Qui te fait comme d'hab,
toujours une bonne saison. 4 buts, 7 passes décisives sur la saison. Ça reste plutôt pas mal, même si c'est pas trop des standards de passes D. Mais dans les stats, ça reste globalement plutôt pas mal. Mais dans le jeu, il a toujours un apport exceptionnel. Et là aussi, où il fait qu'il a été meilleur que pour moi la saison dernière, c'est qu'avec le schéma tactique de Arne Slot, ses erreurs défensives se voient beaucoup moins. Donc ça l'a beaucoup aidé. Et offensivement, il apporte toujours autant une qualité de centre du meilleur latéral droit du monde. Pour moi, sur ce point-là, c'est le meilleur centreur du monde à son poste. Le joueur avec le meilleur jeu au pied à son poste, très clairement. Grosse saison, il gagne la Première Ligue, il fait partie des grands artisans, il part au Real Madrid et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner au Real. Mais en tout cas, Alexander-Arnold méritait sa mention, mais pour moi, c'est le 4e dans cette liste. Le 3e entre les 4, c'est pour moi Dumfries. Dumfries qui a fait une grosse saison. Hormis évidemment sa finale de Ligue des Champions, comme tous les joueurs de l'Inter. Hormis cette finale complètement ratée, c'est une saison très réussite. Pourtant, il démarrait pas la saison comme titulaire, puisqu'il y avait Darmian à sa place, mais il a réussi à gagner sa place de titulaire au fur et à mesure de la saison. Et à partir du moment où il s'est installé comme titulaire, c'est devenu une machine, un monstre. En demi-finale de Ligue des Champions contre Barcelone, il met 2 buts et il fait 3 passes décisives. Donc si l'Inter Milan est en finale de Ligue des Champions, c'est en partie grâce à Sommer, mais en majeure partie grâce à Dumfries. Et ça fait la différence. Et c'est pour ça que je le mets dans le top 30 Ballon d'Or. Dumfries, très très grosse saison. Même si tu enlèves la double confrontation contre Barcelone, c'est déjà une grosse saison. Mais en plus, avec cette double confrontation, c'est grâce à lui que l'Inter est qualifié avec Sommer. Donc Dumfries est pour moi le 3e meilleur latéral droit de la saison. 2e, donc ça joue entre Koundé et Hakimi. 2e, je mets Jules Koundé, qui a fait une énorme saison avec le FC Barcelone, la meilleure saison de sa carrière. En termes de stats, c'est 53 matchs, 4 buts, 8 passes D. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Alors que de base c'est un défenseur central. Mais maintenant je le considère vraiment comme un latéral pur. Parce que défensivement, pour moi c'est le meilleur défenseur central défensivement du monde. Et offensivement, il commence un petit peu plus à porter au fur et à mesure de la saison. Là, on l'a vu un peu plus monter, un peu plus prendre d'initiative, un peu plus centré, un peu plus débordé. Ça commence vraiment à devenir un vrai latéral pur. Donc c'est exceptionnel la saison qu'il fait. Koundé est 2e. Et pour moi, le meilleur latéral droit du monde. Top 10 Ballon d'Or, très clairement. Évidemment que je parle de Achraf Hakimi, qui fait une saison... Oh là là, mais c'est une dinguerie, il a tout. Vitesse, vivacité, débordement, centre, but, passe D, très bon dans les grands matchs. Défensivement, c'est vraiment pas mal. Offensivement, c'est exceptionnel. En plus, il est assez compatible avec Dembélé. Non, Hakimi, il fait une saison de fou. Et en plus, ses statistiques. 9 buts, 12 passes décisives. Ça, c'est des statistiques déliées. Typiquement, pour vous que vous vous rendiez un peu compte, Sancho, qui est l'ailier de Chelsea, il a mis moins de buts et moins de passes D que Hakimi. Sancho, hein, quand même. C'est quelqu'un, Sancho. Il a fait moins. Quand même 21 goal assists sur la saison, 9 buts, 12 passes D. Donc déjà les stats, c'est le meilleur, c'est le plus complet, c'est celui qui a gagné le plus de trophées. Et en plus, il a été décisif à pratiquement tous les tours de Ligue des Champions. À part en 8e de finale de Ligue des Champions, il marque match aller en quart de finale et il marque match retour en quart de finale. Donc il marque aller-retour en quart de finale de Ligue des Champions. Il marque en demi-finale retour de Ligue des Champions. Le but qui nous permet de se qualifier vraiment. Et il marque en finale de Ligue des Champions le premier but. Donc il a marqué 2 fois en quart, 1 fois en demi, 1 fois en finale. Il a les meilleures stats. Il est décisif dans tous les tours de phase finale de LDC à part en 8e. Il a les meilleures stats. C'est le plus complet. Il a tous les trophées. Hakimi, meilleur latéral droit du monde, évidemment.
On passe au latéral gauche, où là, il y a 3 nommés. Di Marco, Baldé et Nuno Mendes. Donc on va commencer par le 3e pour moi, et c'est Di Marco. Avant la finale de la Ligue des Champions, je le mettais 2e, devant Baldé. Mais déjà qu'il avait fait des demi-finales de Ligue des Champions dégueulasses, où il avait pris l'eau avec Lamine Yamal, il avait pris la totale avec Lamine Yamal. Déjà ça avait fait perdre pas mal de points parce qu'à aller-retour, il s'était fait bousiller par Yamal. Et en finale, il s'est fait bousiller par Doué. Donc en fait, les 2 tours les plus importants de Ligue des Champions, il est passé à côté les 2 fois. Il s'est fait manger par Yamal et Doué. Donc déjà, ça fait perdre une place. Mais après, globalement, ça reste quand même une grosse saison de Di Marco dans les statistiques. 48 matchs, 4 buts, 8 passes D, c'est plutôt pas mal. Il est quand même très bon offensivement, mais défensivement, on l'a vu contre le Barça et le PSG, que défensivement, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il est piston gauche et qu'il n'est pas latéral, parce qu'il n'a pas les qualités défensives pour jouer latéral. Mais ça reste quand même une grosse saison de Di Marco. Il mérite quand même sa mention. Mais il s'est quand même fait bouffer par 2 joueurs de moins de 20 ans, dont un mineur. Voilà. Le 2e, du coup, c'est Baldé, le latéral gauche du FC Barcelone, qui l'année dernière avait subi une grosse blessure. Et il est revenu que en début de saison, je crois vers octobre ou septembre, je sais plus, en tout cas en début de saison. Il est revenu, il a eu une petite phase de remise en forme, mais après, ça a déroulé. Hein. Il a prouvé qu'il faisait toujours partie des meilleurs latéraux gauche du monde. Pour moi, c'est le 2e, très clairement. Il fait une saison de fou. En termes de stats, 47 matchs, 1 but, 8 passes D. Donc beaucoup de passes D, manque de but, mais c'est pas ce qu'on lui demande non plus en tant que latéral. Il fait une énorme saison au Barça. Il est très vif, très bon offensivement. Il apporte énormément offensivement. Vraiment, il a les qualités d'un ailier presque à part les buts. Mais défensivement, c'est pas non plus catastrophique. C'est plutôt bon. Donc, Baldé, très belle saison. Et bon, évidemment, le meilleur latéral gauche de la saison 2024-2025. Évidemment que c'est Nuno Mendes. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même déjà 4 joueurs du PSG sur 5. Mais en même temps, le PSG fait une saison de fou. Mais en tout cas, Nuno Mendes, très très grosse saison. Une saison de patron. Il est revenu de blessure. Il est revenu de blessure en début de saison. Après une grosse blessure l'année dernière, il était revenu en fin d'année dernière. Là, il a fait enfin sa première saison pleine, vraiment au PSG, parce qu'il a toujours eu des blessures. Mais là, il a fait vraiment enfin sa première vraie saison pleine. Sa saison exceptionnelle. Il a tout, rien à dire. Pas de blessure en plus. Non, Nuno Mendes. Là, on a enfin vu ce que donnait Nuno Mendes sans blessure. On a enfin vu ce que Nuno Mendes, au maximum de ses capacités, pouvait faire une saison entière sans blessure. C'est meilleur latéral gauche du monde, sans débat. Nuno Mendes. On passe maintenant au milieu de terrain. Donc j'ai fait un milieu de terrain à 2, en double pivot avec un numéro 10. Donc le double pivot, les nommés, il y en a beaucoup. Kimmich, il y a Kimmich, Gravenberch, Caicedo, Declan Rice, Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, Barella, Valverde, Pedri, De Jong. Ça fait déjà beaucoup, et encore, il y en a encore qui me viennent en tête, mais ça fait déjà 11. Ça va être long. On va pas faire tous les joueurs, là on va en choisir que 5. Les 5 vraiment ils sont dans le débat. Donc Vitinha, Pedri, João Neves, Barella. Et après j'hésite entre Kimmich, Declan Rice. Entre Kimmich, Declan Rice et comment il s'appelle, Valverde. Je mettrais quand même Valverde pour sa régularité. Parce que Declan Rice, honnêtement, pour moi, sa saison dernière est meilleure que celle de cette saison. Juste le côté décisif qui fait qu'il est dans les débats. Son double coup franc contre le Real. Mais sinon, pour moi, Declan Rice, c'est pas non plus une saison au-dessus de celle de la saison dernière.
Donc voilà, donc Kimmich, Declan Rice, Gravenberch, Caicedo, c'est des joueurs, et Fabien Ruiz aussi, et De Jong, c'est des joueurs qui méritent leur mention. Mais je vais pas non plus rentrer en détail parce que sinon ça va être beaucoup trop long. La vidéo déjà fait 30 minutes. Donc voilà. Donc du coup, les 5 joueurs que j'ai sélectionnés, qui sont vraiment dans le débat, on va commencer par la 5e place. C'est tout simplement Federico Valverde. Dans ce fiasco collectif du Real Madrid, c'est l'un des seuls qui a surnagé. Hein. Dans les statistiques, c'est très très fort. 59 matchs, 9 buts, 8 passes D, donc 17 goals assists pour un milieu défensif. Il a même principalement 50% du temps, il a joué latéral droit. Et en plus, latéral droit, c'était l'un des meilleurs à son poste. C'est ça le pire. C'est que même latéral droit, c'était l'un des meilleurs. En 2023, il a joué ailier droit. Et il a été très bon. En 2024, il a joué milieu de terrain central. Et il a été très bon. En 2025, il joue latéral droit. Il est très bon. En fait, c'est le couteau suisse parfait. Il est bon partout. Latéral droit, milieu défensif, milieu offensif, milieu relayeur, ailier droit. Il est bon partout. Il est bon partout. C'est une dinguerie. Trop polyvalent, méga couteau suisse, saison de fou. Il a survolé un peu le nuage, le gros nuage noir madrilène cette saison. Donc Valverde mérite clairement sa mention en tant que 5e meilleur milieu de terrain de la saison. En 4e, je pars sur Nicolo Barella, le maître à jouer de l'Inter Milan, qui a fait une très grosse saison, qui arrive à son plein potentiel, à son prime, il a 28 ans. Grosse saison, hein. En termes de statistiques, c'est 52 matchs, 3 buts, 8 passes D, donc 11 goals assists. C'est plutôt pas mal en vrai pour un milieu central, relayeur. Il a une qualité, en fait, il est méga complet. En fait, pour moi, c'est avec Valverde, pour moi, c'est le 2e meilleur milieu de terrain le plus complet de cette liste de 5. Il a tout. Il est plutôt rapide pour son poste, très bonne qualité de frappe, il peut marquer des buts. Il a une vision de jeu de fou, qualité de passe élite, qualité technique élite, défensivement, ça c'est quand même plutôt pas mal. Physiquement, ça paraît pas comme ça, mais c'est pas mal aussi. Il a de l'expérience, mais il est pas trop vieux non plus. Il a ce leadership tout en étant discret, il a tout. Sa finale fait tâche parce qu'il a pas vraiment été bon en finale de LDC. Mais à part ça, Barella, c'est une très très grosse saison avec l'Inter. Maintenant, le 3e, donc le dernier, qui n'est malheureusement pas dans le double pivot, mais qui aurait vraiment pu le mériter. Ça s'est joué avec son compère parisien. C'est João Neves aux portes du titulaire. Il fait quand même une grosse saison, hein, même une énorme saison. La révélation de l'année pour moi au PSG avec Pacho. 52 matchs, 5 buts, 9 passes D. Donc 14 goals assists. En début de saison, tu m'aurais dit ça sur João Neves. J'aurais dit c'est une dinguerie. Parce que c'est une dinguerie. Saison de fou. Pour moi, c'était allez. Ouais, non, en vrai, je vais être honnête. João Neves était le joueur le plus régulier et le plus constant de la saison PSG. Et c'est pas anodin. Donc il mérite amplement sa 3e place. Et du coup, mon milieu de terrain titulaire, c'est Pedri et Vitinha. Les deux font des saisons de fou. Les deux sont les maîtres à jouer des 2 meilleures équipes du monde. Les deux sont top 10 ballons d'or. Les deux font des saisons de fou. Les deux sont les 2 meilleurs passeurs du monde à leur poste. Les deux sont les maîtres à jouer des 2 meilleures équipes du monde. Les deux ont gagné des trophées. Les deux sont trop forts. C'est les 2 meilleurs milieux du monde, tout simplement. Vitinha, maître à jouer du PSG, un sang-froid de fou, un calme hors du commun, une qualité de passe, une qualité de technique. Vitinha, c'est exceptionnel. Et Pedri, lui, meilleur milieu du monde. Hein. C'est simple. On passe au numéro 10. Donc, là, il y avait un peu moins de choix, je trouve. J'ai quand même relevé quelques joueurs. Musiala, Florian Wirtz, Bruno Fernandes, Jude Bellingham, Dani Olmo, Désiré Doué, Ryan Cherki. C'est les 7 joueurs que j'ai relevés. Petite aparté, Désiré Doué, je l'ai quand même compté comme un numéro 10. Parce que certes, il a joué ailier gauche et ailier droit cette saison, c'est vrai.
Mais à la base, le profil de Désiré Doué, pour moi, correspond plus à un profil de numéro 10 dans le demi-espace. Genre demi-espace droit, quoi, en gros. Mais je l'ai compté comme un numéro 10. Donc du coup, on va en sélectionner que 3. Donc Désiré Doué, que je vais sélectionner. Florian Wirtz. Et Bruno Fernandes. Donc j'ai hésité avec Bellingham, mais sa fin de saison est ratée à Bellingham. Et collectivement, c'est le néant. Bruno Fernandes, Bruno Fernandes, pour moi, il y aurait peut-être eu débat avec Désiré Doué sur le numéro 1. Mais collectivement, c'est le néant. Il n'y a rien. 15e de Première Ligue. Aucune coupe où ils sont allés loin. Ils font finale de Ligue Europa, mais ils perdent contre Tottenham. Tottenham, 17e de PL. Donc c'est pour ça qu'il est que 3e. Mais individuellement, c'est 19 buts, 18 passes D, 37 goals assists sur la saison. C'est exceptionnel. Deuxième, je mets Florian Wirtz. Il était un peu moins mis en lumière. Il a été beau, on a beaucoup moins entendu parler de lui, vu que Leverkusen n'a pas fait une saison non plus à la hauteur de la saison dernière. Mais Florian Wirtz fait encore une saison de fou. 16 buts, 14 passes D, 30 goals assists. Le meilleur joueur de Leverkusen cette saison. Top 5 des meilleurs joueurs de Bundesliga cette saison. Malheureusement, il n'a pas les trophées qui vont avec. Mais c'est une très grosse saison. Mais du coup, le titulaire en poste du numéro 10, c'est évidemment Désiré Doué, le Golden Boy. On commence à le comparer avec Lamine Yamal. J'ai rien à dire. C'est mon joueur préféré actuellement. Golden Boy en titre. Rien à dire, vous connaissez le football, vous connaissez Désiré Doué, vous savez que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Voilà, rien à dire. On passe au poste d'ailier droit, où là il y a pareil 4 nommés. Lamine Yamal, Bukayo Saka, Mohamed Salah et Michael Olise. Bukayo Saka 4e. Belle saison avec Arsenal, il a quand même marqué contre le Real Madrid, il a marqué contre le PSG, donc il a marqué dans les moments importants. Quand il a joué, il a été très bon. Mais il a quand même loupé 4 mois de compétition. Et il a gagné aucun trophée avec son club. Donc, 4e. 3e, je mets Michael Olise qui fait une superbe saison avec le Bayern. Et en plus, c'est que sa première saison. Meilleur joueur de Bundesliga. Pour moi, très clairement, le meilleur joueur de la Bundesliga. Et c'est quand même pas rien. 17 buts, 18 passes décisives. Donc, 35 goals assists sur la saison. C'est très complet. En plus, il commence à être très bon avec l'équipe de France. Il a fait un superbe match retour contre la Croatie, ce qui permet à la France de se qualifier en demi-finale de Ligue des Nations. Hâte de voir ce qu'il va faire contre l'Espagne ce soir. Mais Olise mérite amplement sa 3e place. Deuxième, je mets Mohamed Salah, top 5 Ballon d'Or. Pendant un moment, jusqu'à son élimination à LDC, c'était le Ballon d'Or. Saison de fou. J'ai plus ses stats vraiment précises en tête, mais je sais que c'est à peu près vers la trentaine de buts et vingtaine de passes D, une cinquantaine de goals assists. C'est exceptionnel. C'est le meilleur ailier droit en termes de stats. Mais t'as un joueur qui s'appelle Lamine Yamal, qui a 17 ans et qui est déjà dans le débat au Ballon d'Or. Lamine Yamal, c'est 18 buts et 21 passes décisives sur la saison. 39 goals assists à 17 ans. Et en plus, les buts qu'il met, c'est pas des buts pas importants, c'est des buts très importants. Il marque plusieurs fois dans le Classico, beaucoup de passes dans le Classico. Il fait une double confrontation contre l'Inter. Historique, qui va rester dans les annales pendant plusieurs années. Ce qui fait aussi gratter des places. Il marque aussi le but du titre. Contre l'Espagnol Barcelone, c'est lui qui marque le but du titre. Donc en fait, il n'a pas non plus autant marqué qu'un Mohamed Salah, par exemple. Il a marqué que 18 buts. Mais sur les 18 buts, il y a au moins 10 buts méga importants. Et ça, ça fait tout. Il a un talent de fou. Concurrent Ballon d'Or. Donc, il est obligé. On passe aux ailiers gauche, où il y a un peu moins de nommés. J'en ai relevé, pas beaucoup en vrai, j'en ai relevé 4.
Kvaratskhelia, Vinicius, Barcola et Rafinha. Quatrième, je mets Barcola, qui méritait sa mention. 21 buts, 18 passes D, 39 goals assists. Belle saison au PSG. Très régulier, enfin, sauf en début de saison, mais globalement c'est assez régulier. Belle saison. Mais il a perdu sa place de titulaire au fil de la saison, dans la concurrence. Il n'a pas marqué en huitième, ni en quart, ni en demi, ni en finale. C'est un peu dommage, mais il mérite sa mention. Troisième, Vini. Vini qui, quand même, en statistique, fait quand même une grosse saison. Hein. Il a une quarantaine de goals assists. Donc, dans les stats, c'est toujours très très bon. Une première partie de saison très très bonne. Enfin, un début de saison très très bon. Mais dès qu'il a appris qu'il n'était pas Ballon d'Or, ce qui était un vol d'ailleurs, malheureusement, on n'a plus vu le Vini du début de saison et le Vini de l'année dernière, malheureusement. Mais il mérite quand même sa troisième place. Deuxième, je mets Kvaratskhelia. Saison de fou. Enfin, deuxième partie de saison de fou avec le PSG. Et c'est aussi pour ça qu'il n'est pas top, qu'il n'est pas premier et qu'il n'est pas titulaire. Parce que la première partie de saison, il n'était même pas dans le débat, puisqu'il jouait avec Naples et c'était pas foufou. Mais quand même, Kvaratskhelia, c'est quand même un but en quart, un but en finale. C'est quand même un but en barrage aussi, même si bon, voilà, mais de très belles performances contre Liverpool et Arsenal, dont une passe D contre Arsenal. Donc il a été décisif dans tous les tours, sauf en huitième. Mais en huitième, il fait quand même 2 matchs de fou. Et premier, Rafinha, 50 goals assists sur la saison. Concurrent Ballon d'Or jusqu'au mois de mai. Et toujours top 5 pour moi. Complètement métamorphosé depuis la saison dernière. Rafinha mérite amplement sa place de titulaire. Et on passe au numéro 9 où là il y a beaucoup de nommés, mais on va en sélectionner que 4. Donc les 4 que je vais sélectionner, c'est Dembélé, Harry Kane, Mbappé et Lautaro Martinez, qui sont pour moi les 4 meilleurs buteurs de la saison. Mais je vais quand même citer quelques joueurs qui me viennent en tête quand même, comme Guirassy, Alvarez, y a qui d'autre? Gyökeres, Lewandowski, des super joueurs qui ont fait des saisons de fou. Mais je peux pas parler de tout le monde. Donc là, on va parler de ces 4 joueurs. Donc on va commencer par le quatrième, qui est tout simplement Harry Kane, qui fait une très belle saison avec le Bayern Munich. 36 buts, 12 passes D, 48 goals assists. Très très belle saison. Mais tout simplement, c'est juste qu'il y a 3 joueurs meilleurs que lui sur la saison. C'est aussi simple que ça, c'est tout. Mais sinon, sa saison est exceptionnelle. Troisième, Lautaro Martinez. Honnêtement, il fait finale Ligue des Champions et tout. Très grosse saison. Il sauve le Bayern. Enfin, il sauve l'Inter en quart et en demi. Et c'est pour ça aussi qu'il est troisième. Mais honnêtement, en termes de stats, c'est pas sa meilleure saison. Il est à 21 buts à la fin de la saison. C'est pas sa meilleure saison individuelle. Deuxième, je mets Kylian Mbappé, Pichichi, avec 31 buts, soulier d'or, quand même. Si le Real ne fait pas une saison non plus méga catastrophique, c'est quand même en grande partie grâce à lui, parce que en première partie de saison c'était compliqué, mais en deuxième partie de saison il a porté le Real Madrid pratiquement à lui tout seul. Dans les Classicos, il était tout seul. Mbappé fait une grosse saison mine de rien malgré tout. Mais bon, le premier, c'est le Ballon d'Or, c'est Dembélé, donc voilà. Donc si on récapitule, du coup, ça fait Donnarumma dans les cages avec Sommer en remplaçant. Défense centrale, Van Dijk, Pacho, avec sur le banc Marquinhos, Bastoni. À latéral droit, Hakimi avec Koundé sur le banc. Latéral gauche, Tino Mendes avec Baldé sur le banc. Double pivot, Pedri, Vitinha, avec sur le banc João Neves et Barella. En numéro 10, Désiré Doué, avec sur le banc Florian Wirtz. Ailier droit, Lamine Yamal titulaire avec Mohamed Salah en remplaçant. Ailier gauche, Rafinha avec Kvaratskhelia en remplaçant. Et en numéro 9, Ousmane Dembélé titulaire avec Kylian Mbappé sur le banc. Donc j'espère que cette vidéo très longue de 50 minutes vous aura plu. Je vais essayer de faire quand même quelques petits cuts parce que 50 minutes est très long. La vidéo la plus longue de ma chaîne. Mais j'ai kiffé faire cette vidéo. C'est à 10 les amis. Prenez soin de vous. Ciao!